La fameuse année 2017. Année d'apaisement? Non, absolument pas. Salut les potes, c'est Teddy, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo que j'aurais dû faire en fait il y a genre ultra longtemps. Parce qu'en fait je me suis rendu compte il y a quelques jours que depuis le début de ma chaîne YouTube, en fait depuis septembre, je vous expliquais les applications en fait concrètes, pratico-pratiques des Legal Tech, genre qu'est-ce que c'est que la robotisation des contrats, qu'est-ce que c'est que la blockchain, mais juste pas un seul moment, j'ai pris le temps de vous expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que la Legal Tech, qu'est-ce que ça couvre, quelle est un peu l'histoire de la Legal Tech. Parce qu'on l'oublie les amis, mais j'ai une licence histoire, et oui, donc je suis un peu comme qui dirait un historien. Certes, ça ne me sert pas forcément à grand chose dans la vie, peut-être parfois à chiner, dans les bars du 6e arrondissement. Mais déjà en fait la Legal Tech, on pourrait croire que c'est quelque chose qui est hyper récent, qui arrive, qui déferle en fait sur le marché du droit depuis quelques années, alors qu'en vrai, mais juste pas du tout. En fait, historiquement, le concept de la Legal Tech, c'est arrivé dans les années 90 aux US, et notamment par Richard Susskind, un homme qui est notre père à tous. En fait, Richard Susskind, c'est un Américain qui a écrit pas mal de livres dans les années 90 sur déjà la Legal Tech, sur l'IA et le droit, sans pour autant dire le mot Legal Tech, mais en fait déjà à l'époque aux US, il y avait une réflexion sur comment exploiter les datas, comment exploiter la jurisprudence, et comment faire en sorte qu'on puisse avoir une justice qui est éventuellement automatisable. Mais en fait, déjà en France, on pourrait dire que les premières Legal Tech, en fait, c'est les éditeurs juridiques. Donc tous les Dallos, tous les LexisNexis, tous les Lamyline. Mais le terme Legal Tech est arrivé genre 10 000 ans plus tard. Enfin, 10 000, peut-être pas 10 000, mais est arrivé en 2014-2015. Mais vous allez me dire pourquoi 2014-2015? En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que la Legal Tech, déjà, c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène qui est anthropologique. C'est-à-dire que ça correspond véritablement à une évolution des besoins des clients pour une réponse qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus accessible, qui est moins chère. Et ensuite, ça correspond à la période genre où on parlait d'open data des décisions de justice, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux différentes décisions de justice. Et c'est pour ça qu'en 2014-2015, il y a eu le développement de solutions telles que Doctrine, Predictis, qui font de la recherche juridique, de l'analyse statistique des décisions de justice. Et ensuite 2015, c'est surtout la loi Macron, la loi pour la croissance et l'activité, qui permet aux avocats d'exploiter à titre connexe et accessoire une activité commerciale. Et donc ça a été un vrai chamboulement dans le monde des avocats, c'est-à-dire qu'avant les avocats en fait n'avaient pas le droit de faire du commerce, n'avaient pas le droit d'avoir une activité commerciale. Mais maintenant, depuis l'article 111 de la loi Macron, il peut le faire, sous réserve qu'elle soit connexe à son activité, c'est-à-dire qu'elle ait un lien avec le droit et qu'elle soit accessoire. C'est-à-dire que l'avocat ne passe pas tout son temps sur sa Legal Tech et que son chiffre d'affaires de sa Legal Tech ne soit pas supérieur à celle de son activité d'avocat. Mais après, la Legal Tech, c'est hyper intéressant sociologiquement, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs phases dans la perception qu'ont eu les avocats de la Legal Tech. Bon, jusqu'à 2016, très clairement, on s'en fout. Le ressenti général, c'était plutôt en mode bon, tu peux continuer à jouer à Fortnite ou Call of, mais laisse-moi tranquille, de toute façon, ton truc, ça servira à rien, c'est un gadget, on s'en fout. Bon, très bien, 2016. Mais ensuite est arrivé 2017. La fameuse année 2017. Année d'apaisement? Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'en 2007, les ordres, les avocats voyaient vraiment la légalité comme une menace qu'il fallait arrêter parce qu'elle risquait de détruire en fait la profession d'avocat. Et c'est pour ça qu'en 2017, il y a eu pas mal d'actions des avocats, des barreaux contre des Legal Tech qui considéraient en fait que les Legal Tech portaient atteinte au monopole de l'avocat. Concrètement, c'était l'époque où nous, Legal Techers en herbe, on était affublés d'un sobriquet un peu particulier, qui était celui de braconnier du droit. Ah, celui-là, on l'a eu à toutes les sauces. Moi, je me rappelle mon premier jour à l'école d'avocat, quand un des profs est arrivé, et m'a dit « Monsieur Sauzet, vous déshonorez la profession d'avocat. » Waouh! Moi, très clairement, je n'étais pas le plus à plaindre, hein, jamais. Hein. Je pense notamment à mon pote Louis Laréchaïne, qui est le CEO de Predictis, qui est une solution d'analyse statistique des décisions de justice. La justice prédictive. Bon, c'était peut-être pas Guy Georges, hein, mais c'était au moins que ça avait du pont Ligonnès. Hein. Vous savez qu'il voulait enterrer l'indépendance de la magistrature sous sa terrasse. Bon, je suis peut-être allé un peu loin, hein. Je pense que je vais couper au montage. Oui, on va couper. Et ensuite, il y a eu l'année 2018. Très belle année. Et en fait, en 2018, les ordres ont commencé à s'ouvrir à la Legal Tech, aux nouvelles technologies, et on commence à voir en fait qu'il y avait vraiment des initiatives qui étaient concrètes et intéressantes et qui pouvaient pas concurrencer les avocats, mais qui pouvaient véritablement servir les avocats et faire en sorte plus que de conserver le client, mais de gagner des parts de marché. Et on a commencé à faire une distinction de Legal Tech d'avocats qui était cofondée par les avocats et de Legal Tech de non-avocats. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a eu la création d'Avotech, qui est la première association des avocats créateurs de Legal Tech, et puis Young Avotech, qui est l'équivalent pour les jeunes avocats. Mais il y a eu surtout Doctrine, qui est notre licorne française de la Legal Tech, qui a levé 10 millions d'euros.
Et ensuite 2019, l'année de l'emballement. La Legal Tech, c'est à la mode, la Legal Tech, c'est cool. Donc plein de conférences toutes les semaines à travers la France, dans les écoles, dans les barreaux. Moi j'ai pu faire la première conférence TEDx sur la Legal Tech en France. Il y a eu la plus grosse édition du village de la Legal Tech, qui est un petit peu notre salon annuel, qui a eu lieu, pas porte de Versailles, non, Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à regarder le vlog que j'ai fait au village de Legal Tech en cliquant sur le petit i, juste en haut. Et il y a eu pas mal de levées de fonds. Genre Hyperlex avait 4 millions, Predictis 5 millions, Legal Play 6 millions et Legal Start 18 millions. Mais rappelons que ce n'est pas la taille de la levée qui compte. C'est une évidence, mais je le rappelle quand même. Et puis enfin, il y a eu la création du groupe Legal Tech à France Digital. Donc la Legal Tech rejoint l'ensemble de l'écosystème tech avec la fintech, avec la foodtech, avec la regtech. Et ensuite il y a 2020, et en 2020 la question c'est plus pour ou contre la Legal Tech, c'est comment. Comment intégrer les meilleures technologies dans son cabinet, dans sa direction juridique. Comment accompagner le changement des collaborateurs. Quelle solution choisir. Et puis en plus 2020 c'est un boulevard politique, c'est-à-dire que le barreau de Paris n'a jamais été aussi favorable au Legal Tech. On a la chance d'avoir Olivier Cousy comme bâtonnier, un bâtonnier qui pousse l'innovation, qui l'encourage. On a aussi au Conseil de l'Ordre Barthélémy Lemial, qui est le cofondateur d'Hippocamp, qui est une Legal Tech qui fait de l'ancrage de droit de pays sur la blockchain. Donc on est vraiment dans un contexte positif, et là il y a une transformation, une évolution des mentalités. Et en fait, en termes de marché, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le deuxième marché mondial de la Legal Tech après les US. Il y a à peu près 170 Legal Tech en France. Mais la grande spécificité française, en fait, c'est que les Legal Tech en France, c'est des Legal Tech d'artisans, c'est pas des grosses maisons comme aux US. Et ça, c'est vraiment notre particularité. Mais si je devais distinguer le marché en deux catégories de Legal Tech, je dirais qu'il y a d'abord les Legal Tech qui s'adressent aux avocats, aux juristes, et puis ensuite les Legal Tech qui s'adressent directement aux justiciables. Donc déjà dans les Legal Tech qui s'adressent aux justiciables, on a déjà par exemple toutes les Legal Tech qui proposent la génération d'actes juridiques de contrats directement à l'étagère. Là on peut citer Captain Contrat, on peut citer Legal Start, donc ils vont automatiser tes statuts, tes contrats de travail, ton palais associé, que tu pourras directement télécharger sur la plateforme. Ensuite on a des Legal Tech qui peuvent venir protéger différents droits, comme par exemple les droits de pays, et se substituer à l'administration. On peut citer par exemple Hippocamp ou Blockchain Your IP. Après, il peut y avoir des Legal Tech qui automatisent des procédures. Par exemple, Avopoint qui a été créé par une avocate et qui permet en fait en ligne de contester directement ses contraventions, ses PV routiers. Il y a aussi des Legal Tech qui favorisent l'accès au droit, qui permet d'avoir au téléphone immédiatement un avocat pour 20 €. Et puis des Legal Tech qui viennent automatiser et fluidifier des process, comme par exemple EasyQuorum, qui permet d'automatiser ses assemblées générales, ses boards et ses documents corporate. Donc voilà, ça c'est la première famille des Legal Tech, donc les Legal Tech qui s'adressent directement aux justiciables. Et ensuite, il y a une deuxième famille qui sont les Legal Tech qui sont en destination des professionnels du droit. Donc des avocats, des directeurs juridiques, des huissiers, des notaires, des magistrats. On retrouve toutes les Legal Tech d'automatisation, d'actes juridiques avec Gino Legal Tech, avec Legal Pilot, avec Legal Place, avec Seraphin Contract Management. On retrouve les plateformes collaboratives d'avocats avec Gervis et Cecib par exemple. Les solutions aussi classiques de recherche juridique avec de l'analyse statistique comme Predictis ou de la probabilité comme Case Analytics. Doctrine aussi, évidemment. Les solutions de mise en relation, par exemple Meetlaw ou Wider. Des solutions de signature électronique, donc très important durant la période. Des solutions de data extraction, donc comment venir extraire des données de documents juridiques pour des audits par exemple, avec Hyperlex. Et des Legal Tech dans le domaine judiciaire, par exemple, qui font de la médiation en ligne. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Legal Tech, c'est pas forcément des boîtes commerciales, c'est-à-dire que tu as plein de cabinets d'avocats qui vont proposer directement sur leur site des outils Legal Tech qui vont permettre de recueillir différentes données, les besoins du client, qui vont permettre d'automatiser directement certains actes, par exemple des plaintes. Et le but, c'est vraiment gagner en efficacité, avoir un produit d'appel qui est packageable pour le client. Là, on voit vraiment en cabinet que ça explose, notamment avec le développement qui est très fort des fonctions de Chief Legal Tech Officer dans les cabinets. C'est des fonctions qui existent depuis 10 ans aux US, mais là, en ce moment, les avocats recrutent massivement des avocats qui vont être sensibilisés à la tech et qui vont devoir intégrer les meilleures technologies dans le cabinet et renouveler l'offre de service avec un peu de tech. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, à bientôt.